En fait, je suis ravi de vous revoir, car c'est la 3e fois que nous nous rencontrons. Y a-t-il des survivants dans la salle ? Vous avez remarqué le rituel ? Chaque fois qu'un président américain est inauguré, l'année qui suit les Jeux Olympiques, et avec une régularité incroyable, 4 ans et 2 jours. Nous sommes méthodiques, n'est-ce pas ? Quels sont ceux qui étaient présents lors d'une des précédentes rencontres et qui sont néanmoins revenus ? Bien. Je suis absolument ravi de vous retrouver, l'œil vif, le poil luisant, la truffe fraîche. Et c'est compliqué parce que j'ai le risque d'être répétitif pour ceux qui étaient là, ou d'être inintelligible pour les gens qui débarquent. Ben oui. Si je commence, troisièmement, vous imaginez les bisous ou les redoublants amnésiques, comment ils vont être largués ? Mais si je reprends, je vais être fastidieux pour les récidivistes, parfois multirécidivistes. J'aimerais pas être à ma place. On va essayer de faire un mix. Pour info, et en effet, je confirme, j'essaye de comprendre. En même temps, j'ai des micros partout. Vous savez pas ce que c'est. J'en ai un ici, j'en ai un là. Je pense qu'ils font un électrocardiogramme en même temps. C'est dingue. J'essaye de comprendre ce qui se passe dans le monde en utilisant pour ce faire une lecture géopolitique. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est ce que je faisais déjà il y a 4 et 8 ans. C'est ce qu'on m'a demandé de refaire aujourd'hui. Géopolitique, est-ce que tu peux aider à comprendre la confusion des choses ? Alors, qu'il n'y ait pas de malentendu, la géopolitique n'est jamais qu'un habillage sémantique chicos et new look de la vieille histoire-géographie de nos enfances. Et j'aimerais vous convaincre que de recourir à l'histoire et à la géographie, ça peut aider à mieux comprendre, et pour ceux d'entre vous qui sont en responsabilité en entreprise, à mieux agir. Voilà ce que je mets comme objectif pour cette rencontre. Ça vous va ? Et ce, dans un contexte où le monde change énormément. Tiens, le petit défi que je me lance, pour pas être redondant, c'est d'utiliser au moins 90% de slides que je pouvais pas avoir en 2013. Tu comptes ? Et vous dire des choses que j'aurais pas pu dire peut-être. Ça change énormément, et même tous les jours, pas plus tard que tout à l'heure, tandis que certains grasses matinaient et que moi je titubais pour être accueilli en gare de La Roche-sur-Yon par Jean-Michel. Regardez ce que j'ai trouvé dans les journaux de ce matin. Chacun y va de sa hiérarchie, de son hit parade, de ses priorités. Là, j'avais pas ça il y a 4 ans. Ça n'arrête pas. Alors, j'espérais qu'en consultant les gazettes locales, ça se clarifierait. Eh bien, pas tant que ça. Confirmation, vous le saviez, trop d'informations, le sens de l'information, en fait. Et j'aimerais qu'on essaye de faire le tri là-dedans. Qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est futile, qu'est-ce qui est péripétie, qu'est-ce qui est tendance lourde ? Est-ce qu'on pourrait faire la part de ce qui est météo et de ce qui est climato ? Ça vous convient ? D'autant plus qu'il y a parfois tellement d'informations qu'on ne voit même plus où est passé l'homme. Vous avez vu où il est ? Et c'est amusant de se retrouver tous les 4 ans, parce qu'on mesure la dérive des continents, l'irréparable outrage du temps. Regardez, quelle était l'ambiance il y a 4 ans lors de la 2e rencontre. On sortait
de ses interrogations sur l'avenir du monde et de ce qui était d'ailleurs au cœur de la première rencontre de 2009, la crise, vous vous souvenez ? En 2013, on vivait les répliques de ça, vous vous souvenez ? Parce que il faut dire qu'on était 2 ans après une succession d'événements, on n'en a pas manqué, hein. C'est d'ailleurs la Côte d'Ivoire qui est de nouveau agitée. Il y avait ça aussi. C'était ce qui était en toile de fond de la rencontre au début du 2e mandat d'Obama. Déjà 4-5 ans, c'est fou. Il y avait aussi les agitations du bocal hexagonal. On a échappé à la revanche. Je vois que vous avez des réactions psychosomatiques immédiates, rien qu'à cette évocation. On croyait qu'on en était sorti. Et puis, il y avait ça. C'était en janvier 2013, la semaine qui précédait notre 2e rencontre. Et il y avait ça aussi, et il n'y avait que 2 ans que ça durait. Et c'était ça dont on avait fait l'objet de la rencontre en janvier 2013. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Peut-être certains d'entre vous se souviennent-ils ? Non ? C'est génial. Ça me confirme que mon métier s'apparente beaucoup à celui des marchands de moutarde qui gagnent leur vie de ce que les gens laissent au bord de l'assiette. Mais alors, figurez-vous que depuis que nous nous sommes perdus de vue, l'histoire a continué à vivre cet extraordinaire moment d'accélération que nous percevons et dont parlait Aïda tout à l'heure. 2 mois après notre rencontre, dans un établissement comme celui-ci, je ne peux pas ne pas évoquer. De moins en moins civil, de plus en plus sans fin, bientôt 6 ans. Pas seulement au Mali, mais vous avez vu en Centrafrique. Vous voulez que je me pousse ? Vous me dites, je peux aussi me mettre en coulisses si vous préférez, c'est pas un problème. Le nombre d'événements qui se sont passés, et ça aussi, énorme. L'œil de Moscou, on en reparlera. C'est rare, un tueur qui est un regard d'assassin. Tu comprends pourquoi je veux pas que ce soit enregistré ? Et ça continue. Et puis il y a eu l'année 2015. En janvier, vous vous souvenez ? Et ça aussi pendant l'été 2015. Et ça a continué en novembre. C'est fou, hein ? Et puis 2016. Et dans le même temps que les forces centrifuges étaient à l'œuvre, 1 mois après, un autre pays s'est éloigné de l'Europe. Vous le reconnaissez ? Que de choses. Et ça. Et puis tout ceci ponctué d'une série d'événements qui jalonnent désormais la vie urbaine. Et puis j'ai bien l'impression que 2017 démarre sur les mêmes bases. C'est incroyable, le sentiment d'accélération des événements en ce moment. Tenez, mieux que ça, regardez. En l'espace de 4 semaines, l'automne dernier, c'est tombé comme à Gravelotte. Vous n'avez pas de cœur. Matteo Renzi aussi. Et puis, tout ça ne nous rendra pas le cover boy favori d'Adidas. J'aimerais donc que nous mettions à profit cette journée, 4 ans, 8 ans après, pour voir si la géopolitique peut traiter les informations des 4 dernières années. Et en fait, l'angle d'approche que je vais avoir est celui-là. Est-ce que ce qui vient de se passer depuis ces 4 années interminables sans vous voir,
constitue-t-il un changement réel du monde ou un changement dans la perception que nous en avons? Voilà l'interrogation que j'ai envie de poser à partir de ces événements des 4 dernières années. Et d'autre part, est-ce que ces événements sont venus se loger dans la grille de lecture que je proposais il y a 4 ans, ou est-ce qu'au contraire, ils sont venus la démentir? Je ne vous cache pas que si les événements devaient contredire mes hypothèses d'il y a 4 ans, ce sont les événements qui auraient raison. Et est-ce que ça permet de pousser le bouchon plus loin? Voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui, en jonglant avec des références à ce que je disais il y a 4 et 8 ans, et en m'appuyant sur les événements des 48 derniers mois. Top là? Sous-titre. Parce qu'il y a des vrais séismes, puis des séismes métaphoriques. Tout petit discours sur la méthode. La méthode que je vais suivre pour essayer de faire le tri dans tous ces événements va s'apparenter à celle des orpailleurs. Vous connaissez les orpailleurs? Quand dans une espèce de fatras, une gangue, ils cherchent des pépites, eh ben ils tamisent. Eh ben, moi j'aimerais essayer de faire le même genre d'exercice avec la surinformation des dernières années. Et me demander avec vous, en fait c'est un exercice que je faisais déjà il y a 4 ans, qu'est-ce que des historiens, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand ils auront un recul que j'aurai peut-être jamais, qu'est-ce que des historiens sont susceptibles de retenir de ce qui vient de nous arriver? C'est un jeu, une posture intellectuelle, mais pour sortir de cette vacherie de quotidienneté. Et j'aimerais soumettre à vos esprits critiques un certain nombre d'hypothèses qui vont reprendre dans leur formulation celles que je formulais en 2013, mais pas toutes. J'en ai déjà éliminé certaines. De ce qui pourrait surnager quand le sable de la quotidienneté sera retombé dans le bocal. Ça vous va? Hypothèse, ça veut dire que je ne suis pas du tout sûr de ce que je vais vous dire. Première hypothèse. Réfléchissons à haute voix. D'ailleurs, si je transpose ici, si les élections présidentielles avaient lieu tous les 2 ans, nous nous reverrions plus souvent aussi. Il me semblait déjà, il y a 4 ans, que les historiens étaient susceptibles de dire que depuis quelques années, s'est achevée une période qui avait commencé en 2011. En 2001, pardon, excusez-moi. La photo est parue récemment dans un journal, mais correspond à un événement dont tout le monde sait le dater. L'époque que nous vivons depuis 2011, en gros, et a fortiori depuis 2013, je vais essayer de le montrer, est la fin de l'époque qui avait commencé en 2001 et qui s'est achevée il y a 6 ans. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre une page d'histoire, quoi. La fin d'une, le début d'une autre. J'explique. 2001 n'a pas été seulement un événement. Ça a été un traumatisme qui a entraîné des changements dans les comportements, dans les organisations, dans les états d'esprit, changements qui ont été valides jusqu'à il y a 6-7 ans. Et depuis, plus pareil. Exemple. Je rappelle par exemple que c'est parce qu'il y avait eu le 11 septembre que les États-Unis se sont lancés dans un interventionnisme tous azimuts, n'est-ce pas? Avec les résultats qu'on a vus. Vous avez remarqué? Il y a 8 ans, 4 ans, Obama a choisi le non-interventionnisme, avec les résultats qu'on voit. Et il apparaît que depuis une semaine, ce n'est même plus le non-interventionnisme, ce pourrait être l'isolationnisme. Quel changement! Va falloir qu'on se demande le moment venu, qu'est-ce qui est le pire? Des ravages de l'interventionnisme, tel qu'il prévalait jusqu'en 2011,
ou du non-interventionnisme, voire de l'isolationnisme qui est à l'ordre du jour maintenant? Je laisse la question en stand-by. Mais il s'est passé quelque chose. Hein. Un autre exemple d'un événement d'une réalité qui était valable jusqu'en 2011 et qui ne l'est plus actuellement. Jusqu'en 2011, dans certains pays du pourtour méditerranéen, on s'était dit après 2001, vaut peut-être mieux garder une dictature laïque plutôt que d'aggraver le risque d'une dictature religieuse. C'est ce qui s'était dit. J'observe que dans les mêmes pays, il y a 6-7 ans, une autre tranche de la population plus jeune que les autres ne s'est plus sentie tenue par l'alternative qui avait tétanisé les parents depuis 2001, où le seul choix aurait été soi-disant entre la peste laïque et le choléra barbu, et qu'ils ont choisi de remettre en cause le système, que c'est peut-être d'ailleurs pas brillant, parce que quand on regarde maintenant ce qui s'est passé, oui. En fait, l'époque que nous sommes en train de vivre depuis 2011, accentuée, me semble-t-il, depuis 2013, c'est la fin de l'époque qui avait commencé avec ça, un traumatisme structurant qui a été valable pendant 10 ans, qui n'est plus valable depuis 6 ans. Pour qu'il y ait traumatisme, il faut qu'il y ait des images traumatiques. Des événements qu'ils sont aussi, mais sans images, ils ne constituent pas. On a eu des images traumatiques, mais nous en avons depuis 2011 aussi qui sont spectaculaires. Et j'observe que d'autres traumatismes, depuis 2013, avec des images absolument traumatisantes, parce que tout ça, ce sont des traumatismes marquants. Nous sommes en train de vivre une nouvelle époque traumatique. Je ne dis pas qu'elle est mieux ou qu'elle est moins bien. Elle est différente de celle qui avait prévalu entre 2001 et 2011. Les historiens pourraient dire, il y aura eu la page d'histoire 2001-2011 et il y a la page d'histoire 2011, point de suspension. C'est-à-dire, certains font le rapprochement. Lorsqu'il y a eu l'attentat contre Charlie Hebdo. Traumatisme. Alors, je sais, parce que tout le monde le sait, que toutes les époques sont jalonnées de traumatisme. Sauf que là, j'ai l'impression que ça a rarement été aussi rapide que ça. Oui, parce que en anglais, on met le jour d'abord, le mois d'abord et le jour après. Mais regardez comme ça va vite. Souvenez-vous, c'était lors du G7 de juin 2015 en Allemagne. Essayez d'imaginer ce que pourrait être la photo du G7 de 2017 en Sicile. N'a pas intérêt à surcharger sa mémoire avec les prénoms. Hein. Faut dire que c'était peut-être pas très astucieux, lors de ce G7-là, de distribuer des vestes à des gens qui allaient affronter le corps électoral. Maintenant, ça rend l'exploit d'Angela Merkel d'être passée au travers des gouttes de manière encore plus incroyable. Hein. C'est fou, quoi. Alors, il y a des traumatismes négatifs, il y a des traumatismes positifs. Simplement, c'est parce que là, ça, c'était un beau moment. Pas forcément pour tout le monde, mais c'est quand même un... Simplement, les traumatismes positifs, leurs répliques se font sentir moins longtemps que les traumatismes négatifs. Donc, mon hypothèse, il y a 4 ans, confortée, me semble-t-il, par les événements des 4 dernières années, c'est que nous serions en train de vivre une époque qui ne s'expliquera que par les traumatismes qui l'ont jalonné. Et comme référence à traumatisme structurant, moi, j'utilise ça. C'est l'archétype même de l'événement traumatique. Oui, c'est l'événement qui marque les esprits alors qu'il n'y a plus de survivants. Et vous avez vu comme on continue à se référer à ça. C'est toujours d'actualité.
Même en France, hein. Simplement en France, avec la révision générale des politiques publiques, il a fallu faire avec les moyens dont on disposait. Titanic, même Libé le dit. Dites-moi, ce qui fait la portée d'un événement traumatique, et c'est sa définition, c'est pas forcément son bilan, c'est sa portée symbolique. Je rappelle que derrière cette histoire, si ça nous parle encore, c'est parce que c'est la fin d'une série de mythes. C'est la fin du mythe de l'insubmersibilité des constructions humaines. C'est la fin du mythe de l'illusion de la capacité des hommes à maîtriser les éléments. La fin du mythe de la toute-puissance. C'est pour ça que ça nous parle. Et du coup, on modifie nos comportements. Parce que c'est par exemple depuis le 11 septembre qu'on ne peut plus voir un avion qui s'approche d'une tour de la même manière, parce que on a intégré le traumatisme. Moi, je suis désolé, mais c'est bien depuis le 14 juillet que je ne peux plus voir un smirmorque sur des grands boulevards comme je le faisais avant. Donc on intègre la fin du mythe de la sécurité. Tous les événements des dernières années correspondent à des événements anti-mythes. Ça, par exemple, c'était la fin du mythe de l'inattaquabilité des gens que nous avions la naïveté de croire au-dessus de tout soupçon. Ça, c'est la fin du mythe de l'inattaquabilité des gens qui se croyaient à l'abri de toute poursuite. Pour mesurer la portée d'un événement, cherchez le mythe sous-jacent. Les événements qui marquent ces dernières années ont une portée anti-mythe. C'est pas si mal hein, quand des mythes disparaissent. Je pense que les illusions, c'est fait pour être perdu. Puis comme le disait Audiard, la justice, c'est comme la Sainte Vierge, faut qu'elle se montre de temps en temps, autrement le doute s'installe. Une cuillerée d'Audiard tous les matins. Dans le monde des entreprises, ça a été pareil. Je crois que ça y est, ça je l'avais déjà repéré, mais ça s'est confirmé. Nous sommes en train de vivre, en ce moment, ponctué des événements dont je viens de parler, une époque iconoclaste. Et ça s'est pas arrangé depuis 2013. C'est dingue. C'est fou, hein? Les entreprises mythiques. Je rappelle que ça, c'est pas une banque. C'est le mythe du too old to fail. Comme Lehman Brothers, c'était pas une banque. C'était le mythe du too big to fail. Ça aussi, d'ailleurs, c'est le mythe du too old to fail. Ça n'arrête pas. Les icônes, mais alors, j'ai rarement vu une période comme ça, hein. Et quand on voit des icônes pointer le bout du nez, parce qu'il y a aussi des icônes qui apparaissent. Regardez par exemple comment, à la fin de l'année 2015, elle était portée au Panthéon. Partout, hein. Ça, c'était dernier trimestre 2015. Vous avez remarqué comme c'est fragile ? Suffit d'un réveillon qui se passe mal, d'un marché de Noël qui tourne au fiasco, d'une crise mal comprise dans sa gestion. Et ça continue. Les marques, enfin, tout ça c'est des trucs postérieurs à 2013. Hein. Les marques mythiques. C'est fou. Les objets symboles de la modernité. Je vous rappelle que ça, maintenant, c'est en vente dans les vide-greniers. Bientôt rejoint par les télés. Les personnages héroïques. Ça, c'était 1 mois après notre rencontre. Vous savez qu'il a tenté une évasion ? C'est un test. Non, vous n'étiez pas au courant ? Je ne vous cache pas que j'ai honte
de vous voir rire ainsi, car c'est franchement immonde. Je ne suis pas très fier d'avoir trouvé ça drôle, alors que c'est franchement dégueulasse. Mais c'était un test. Je voulais voir si on pouvait faire choix entre nous cet après-midi de rire des choses pas drôles. Ça vous va ? 1, parce qu'il y en a plus. 2, parce que rire des choses drôles, il faut bien reconnaître que c'est la portée de n'importe quel bigard venu. 3, parce que cette liberté, l'ironie, la dérision, est quelque chose qui nous est vraiment jalousé et qu'il faut donc continuer à en profiter. Nous allons donc, si vous en êtes d'accord, rire des choses pas drôles. Et pendant ce temps-là, les icônes de continuer à décaigner. Ça a toujours été vrai, hein. Mais je trouve que ce qui marque l'époque, c'est l'accélération du processus iconoclaste. Manquerait plus pour que ce soit complet au tableau que la poupée Barbie et le Big Mac, eh ben tiens, justement, si. Non mais c'est incroyable, hein. Mais souvenez-vous, il y a encore 6-7 ans, les organisations dont personne n'imaginait la fragilité. Les monnaies dont personne soupçonnait la précarité. Les scénarios électoraux qui étaient jugés abracadabrantesques. Vous avez vu ? En fait, j'ai vraiment l'impression que depuis 7 ans, 6, a fortiori depuis 4, tout ce que nous pensions il y a quelques années, inimaginable, inconcevable, impensable, intouchable, touché, coulé, le territoire de l'impensable est en train de rétrécir au lavage du martèlement des événements. Et maintenant, chaque fois que quelqu'un me dit « il est impensable que », ça m'intéresse. Il est inimaginable que... Vous vous souvenez, le Germanwings ? Attendez, les historiens diront, en l'espace de quelques années, la problématique qui a fait irruption est penser l'impensable. Alors, j'ai parfois du mal, je ne vous le cache pas. Ah, c'est pas facile à accepter, hein. Pour moi, c'est impensable qu'on soit capable de détecter les particules fines et pas de retrouver 300 jeunes filles. L'impensable. Qu'on ne soit pas capable de retrouver autre chose qu'un petit bout de flaperon. C'est incroyable, enfin. Vous ne trouvez pas ? En permanence, l'impensable. Alors, nous sommes souvent percutés par l'impensable, parce que j'essaie d'analyser qu'est-ce qui fait qu'on est percuté. On se croyait protégé, et on découvre par exemple que les pilotes dont on pensait qu'ils faisaient partie de la solution, en fait, ils font partie du problème. C'est ça l'impensable. Attendez, il y a un moment que je le savais, hein, avant Germanwings déjà. Faut jamais voyager avec un pilote prostatique. Et ce qui est frappant, c'est que ce sont les solutions que l'on met en œuvre pour se protéger des traumatismes précédents qui sont à l'origine des traumatismes suivants. Et donc, ça crée une atmosphère de défiance généralisée. La solution qui devient problème. Attendez, il y a un truc très, très spectaculaire actuellement, à Paris, dans d'autres villes aussi. Souvenez-vous, il y a quelques années, quand on apercevait des policiers en faction devant un lieu public, ça connotait bouclier protecteur. Actuellement, c'est comme si une cible était désignée. Étonnante inversion qui se produit en quelque temps. Alors, je ne saurais trop vous conseiller de vous entraîner
à penser l'impensable. Moi, je me livre à l'exercice de manière permanente. C'est pas facile, hein. Je vous avoue, par exemple, ça, j'avais pas vu venir. Sur le fond, je m'en fous, hein. Mais franchement, c'était impensable. Comme c'était impensable lorsqu'on m'a annoncé qu'on posait la première pierre du futur plus haut building du monde à Jeddah, que l'entreprise à qui on confierait le chantier on est dans un pincez-moi, dites-moi que je rêve permanent en ce moment. Ça explique le côté désenchanté, hein. Impensable, pour moi en tout cas, que l'Organisation mondiale de la santé n'ait rien trouvé de mieux au printemps dernier que de suggérer aux Syriens d'arrêter de fumer. Non mais c'est fou! Et tous les jours, j'ai ma perle. Tiens, l'autre jour, par exemple, j'ai trouvé dans le Figaro un article dont le titre était déjà intéressant. Mais attendez, c'est rien. Regardez comment s'appelait l'auteur de l'article. L'impensable. L'impensable dans tous les coins de rue. Tiens, quand il y a eu les manifs pour, ou plutôt contre, la loi El Khomri. Je cite mes sources, je me baladais boulevard des Invalides à Paris et j'ai vu ça. J'avais dit qu'on rirait des choses pas drôles. Vous avez remarqué, attendez, pas drôle du tout, la calligraphie, sa qualité, manque pas un accent. C'est un bac+12 dans l'amertume. Mais c'est une des caractéristiques de l'époque, ça. Hein. Et en fait, de même qu'il faut donc que l'on apprenne à penser l'impensable, je maintiens qu'à l'ordre du jour, nous devons apprendre à regarder l'invisible. Vous connaissez ça? Il y a les ceux qui croient que c'est un dentier, et il y a ceux qui voient en fait qu'au pochoir en creux est dessinée une chauve-souris. Voir l'invisible. Attendez, c'est bien ce qui se passe avec les élections. Si vous regardez les sondages qui sondent les intentions positives exprimées, vous êtes démenti systématiquement. Si vous regardez dans l'autre sens et que vous réfléchissez, quels sont les rejetés et non pas les intentions de vote. Enfin, je prends un exemple. Aux primaires de la droite et du centre, médaille d'or des rejetés, Nicolas Sarkozy. Médaille d'argent, Alain Juppé. Pas classé sur le podium parce que pas jugé susceptible d'être en finale, Fillon. Le hit parade des rejetés, tac, vous avez les résultats des élections. C'est aussi ça qui s'est passé aux États-Unis, hein. Nous n'avons pas vu, avec notre vision faussée de dentier, qu'il y avait plus de gens qui sont mobilisés pour rejeter Hillary Clinton qu'il n'y en avait qui sont mobilisés pour rejeter Trump. Donc, faut pas sonder les intentions, faut essayer d'imaginer le hit parade des rejetés. Surtout dans une époque où les campagnes électorales ont singulièrement évolué aussi. Ça, c'est la photo de l'année. Non, mais attendez, il n'y a pas si longtemps que ça, on faisait campagne en s'adressant à des gens qui vous écoutaient. Là, maintenant, ils vous tournent le dos pour prendre un selfie. Non, mais c'est fou! Mais comment voulez-vous que les campagnes électorales se déroulent normalement et que les institutions soient crédibles? Apprenons à regarder autrement. Oui, vous reconnaissez? Le C de Carrefour, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui voient des flèches bleues, des flèches rouges. Pauvres gens.
comme ceux qui s'intéressent à la Formule 1. Ils croient que c'est un F. Apprenons, c'est une leçon de la période, à regarder les choses dans l'autre sens. Et à penser l'impensable. Ben oui. C'est à l'ordre du jour. Le mot d'ordre de la période pourrait donc bien être celui-là. Cette première hypothèse, nous serions en train de vivre une de ces époques traumatiques qui lancent le défi de penser l'impensable. Au fait, est-elle transposable au monde des entreprises et des organisations? Parce que j'oublie quand même pas à qui je m'adresse. Et la grille de lecture dont je me sers, que je tente d'élucubrer, faudrait qu'elle s'applique aussi au monde des entreprises. Donc j'ai envie de vous lancer la question. Est-ce que dans les entreprises aussi, vous observez des processus de traumatisme qui expliquent les comportements? Des mythes qui s'écroulent? Et observez-vous également qu'à l'ordre du jour se trouve la question de penser l'impensable en entreprise. Non, parce que si cette grille de lecture que je propose, traumatisme, penser l'impensable, correspondant, me semble-t-il, à l'époque, est valide, ce dont je ne suis pas sûr, mais si ça devait être le cas, il faut qu'on l'applique aussi en entreprise, non? C'est un très bel exemple, mais il s'agit, me semble-t-il, davantage d'un processus. Alors que la notion de traumatisme a une dimension plus brutale, peut-être. Le résultat, in fine, elle-même. Parce qu'effectivement, c'était en tout cas impensable chez les allumeurs de réverbères que le progrès ne serait pas une amélioration des bougies, mais l'électricité. C'était inconcevable pour les chauffeurs de fiacre. C'était inconcevable également pour les chauffeurs de taxi, qui était la seule catégorie de la population qui fonctionnait en retraite par répartition, je veux dire, par capitalisation. Pour qui c'était vachement plus intéressant de rendre les taxis rares en jouant au poker à Roissy, ça faisait monter la valeur de la licence, plus que ça ne rapportait de chiffre d'affaires. C'était inconcevable qu'ils allaient être déboulonnés. Par contre, les chauffeurs de chez Uber ont très vite compris que le but d'Uber étant de se passer d'eux. Mais c'est un exemple, mais il n'a peut-être pas la brutalité. Que le principal hôtelier aujourd'hui... Heureusement qu'on est là, disons, parce que... Mais c'est vrai que si on n'avait pas été à cette rencontre du CERA, Jean-Michel et moi, on serait vraiment ennuyés. Mais donc que le principal hôtelier aujourd'hui soit propriétaire Airbnb. de 0 mètre carré d'immeuble, tu vois, ça c'est un truc impensable. Impensable. Comme l'avait été, pour Kodak, l'idée que les progrès ou ruptures en photographie ne seraient pas liés à l'argentique. C'est impensable. Mais comment on fait pour penser l'impensable? Parce que, ok, il y a des ruptures où l'on découvre que l'impensable s'est produit, mais est-ce que l'on pourrait avoir une démarche proactive pour essayer de penser l'impensable? En sachant que j'ai conscience, c'est un oxymore, penser l'impensable, donc c'est pas possible. Non, mais c'est néanmoins quelque chose dans lequel on peut tendre de manière asymptotique. C'est impensable que je sois immortel, mais je vais quand même essayer de m'approcher d'eux. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour penser l'impensable? Oser, j'entends oser. Mais oser quoi? Alors,
oser traverser en dehors des clous du mainstream intellectuel. La contribution, c'était oser penser ce que les autres vont critiquer. Ça peut être vrai. Il faut tenter de penser l'impensable en sachant que par définition même c'est pas possible et qu'on doit donc se préparer à l'irruption d'un impensable auquel on n'avait pas pensé. Il faut les deux. Est-ce qu'on peut vivre en doutant de tout ? Écoutez, moi je crois que oui, j'en suis une illustration permanente. Pour vous dire les choses sincèrement, toute ma vie j'ai été sceptique et actuellement j'en suis même plus tout à fait sûr. C'est tout à fait possible de vivre en étant sceptique. Le gros intérêt, observez-le, des sceptiques, c'est qu'on les a jamais vus commettre d'attentats suicides. À un moment donné, ils hésitent. Donc, je préfère l'inconfort du scepticisme au danger des certitudes. Mais je reconnais que c'est inconfortable. Oui, allez-y. Non, je voulais dire qu'il y a aussi des choses que l'on ne veut pas voir et que l'on pense impensables simplement parce qu'on ne veut pas les voir, parce qu'elles nous dépassent et qu'elles nous font peur. Comme par exemple le réchauffement de la Terre ou Oui. Alors il peut y avoir, de même qu'il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, de même il n'est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est vrai. Mais c'est pas forcément toujours qu'on ne veut pas. C'est qu'intellectuellement, on a du mal à le faire. Il y a de ça. Plus ça change, plus c'est pareil. Exemple. Tiens, je vais prendre un exemple. De l'impensable. J'animais l'autre jour une réunion dans un comité de direction d'une entreprise qui fabrique des aspirateurs. Et je leur ai demandé, en ma présence, de bien vouloir essayer de réfléchir l'impensable pour eux, quels sont les pieds de la Damoclès que vous avez au-dessus de la tête. Bon, moi j'y connais rien d'un aspirateur, mais enfin, tant je le passe, mais c'est tout, je les ai écoutés. Et ils m'ont tous sorti le risque de voir une ubérisation, je veux dire des gens qui vendront des aspirateurs par des circuits auxquels on ne songe pas. Ou que l'on invente un aspirateur beaucoup plus puissant, plus rapide, ou télécommandé. J'écoute tout ça et c'est sûrement vrai, ils sont légitimes, eux ils connaissent leur métier. Je me suis juste permis de leur faire observer que toute leur contribution partait d'un présupposé que la poussière allait continuer à tomber. Et que ce qu'ils n'avaient pas pensé, c'était qu'il y avait le risque que quelqu'un invente un dispositif et que la poussière ne tombe plus, vous comprenez ? Que ça existe d'ailleurs, de toute façon. C'est-à-dire que la manière dont nous réfléchissons détermine le territoire de nos explorations. Et c'est pas qu'on veut pas regarder en dehors. C'est que, notamment quand on est en consanguinité intellectuelle, on est incapable de mettre en doute les hypothèses implicites de nos raisonnements. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est là que, du coup, pour penser l'impensable, pour tenter de, vu que c'est pas possible, je trouve que ça vaut vraiment la peine de faire appel à des exogènes. Des enfants, des fous, des consultants qui peuvent être un peu des deux, quelqu'un qui sorte du référentiel. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que le pire des processus d'aveuglement, c'est celui que nous générons nous-mêmes. Et je vais essayer de prendre un exemple. C'est une bonne chose, car effectivement, rien que des uns ou rien que des autres, ce serait le gage de... Oui, absolument. C'est pour ça qu'il faut faire appel à des gens... Et moi, je le dis toujours, je connais rien aux aspirateurs, ni à aucun des secteurs d'activité de mes clients, mais justement, étant extérieur, j'ai jamais pondu d'œuf, mais je me sens aussi qualifié que les poules pour parler des omelettes.
C'est ça, penser l'impensable, vous comprenez? Tentative pour essayer d'illustrer le penser l'impensable. En fait, je ne me fais rigoureusement aucune illusion sur ce qui reste des rencontres que nous avons tous les 4 ans. 2, 3 idées, 1 ou 2 images, parfois, le souvenir de l'ambiance. C'est déjà ça. Ça, c'est un des trucs que j'aimerais qui reste, parce que ça me semble être appelé par la période. On y va. Selon quel ordre viens-je de ranger les chiffres? Alors madame, bien que j'ai été consultant et que j'assume d'être donc resté un peu pervers, je ne vous ai pas posé une question dont je serai le seul à pouvoir trouver la réponse. C'est essentiel. Retenez ça de cette rencontre. Vous avez entendu la réponse? Je suis en train de l'écrire. « 5, ça commence pas par un C? » Ben ça vient avant le 2 qui commence par un D. Mais on est constamment dans cette logique-là. Je vois Aïda totalement perplexe. Je veux vous l'écrire en roumain. C'est en ordre alphabétique français. Mais c'est exactement la preuve que la manière dont nous réfléchissons délimite le territoire de nos explorations. Je parle chiffres, on fonce tous plein pot vers des souvenirs d'algèbre et d'arithmétique. Que si la réponse, elle est dedans, c'est pigé. On passe tous notre temps à chercher nos clés là où il y a de la lumière et pas là où elles sont perdues. Or, l'époque supporte moins que jamais ce processus d'auto-aveuglement. Retour à la géopolitique, parce que j'avais envie de faire ce va-et-vient, entreprise, géopolitique, etc. Du penser l'impensable en géopolitique. J'entends actuellement Marine Le Pen proposer de rétablir la peine de mort pour les islamistes radicaux. Mais que c'est con, mais que c'est con. En même temps, c'est pas plus bête que de vouloir les priver de la carte Navigo ou je sais pas quoi, enfin c'est bon. Et puis après tout, c'est toujours utile d'avoir une boussole qui indique le sud. Attendez, menacer de la peine de mort des gens qui aspirent à mourir, plus con que ça, c'est pas possible. Attendez, la notion de dissuasion par la mort fonctionne avec des gens qui la redoutent. Donc, à l'époque de la guerre froide, la dissuasion pouvait marcher, puisque les deux protagonistes partageaient la même crainte de mourir. La guerre froide était une guerre entre des conceptions de la vie. Là, ce que nous sommes en train de vivre, c'est une guerre entre des conceptions de la mort. Entre des gens qui en ont peur, j'en suis, et des gens qui y aspirent. Donc on ne va pas les menacer de la peine de mort. Il faut penser autrement, enfin. Si on veut être dissuasif, il faut les menacer de la peine de vie. Mais bien sûr. Attendez, concrètement, il faut les menacer de devoir servir des cocktails alcoolisés, des sandwichs à la rillette, dans des bars topless, et sans avoir le droit de toucher, in secula seculorum. Si vous voulez être dissuasif, vous comprenez. Vous rigolez. C'était le vœu qu'on avait fait, je suis d'accord, mais sachez que les services secrets israéliens
Je ne sais pas lequel des micros est directement branché dessus. De toute façon, vous trouverez la vidéo sur les archives du Mossad. Pour dissuader les attentats suicides dans les autobus à Jérusalem. On fait le choix de tapisser le toit des autobus avec des petits sacs de Saint-Doux. Ben oui, parce que comme ça, si les frappadingues se font exploser, ils arrivent au paradis maculés de graisse de porc, et les 72 vierges leur font un geste que la morale me réprouverait de reproduire. Attendez, c'est pas d'hier, hein. Vous savez que pendant la guerre d'Algérie, la première étape de la question, comme on disait, la torture en fait, c'était de mettre des pots de saucisson sur les gens. Quand les Britanniques avaient à affronter la révolte des Sipais en Inde, ils avaient en face d'eux des gens qui craignaient pas la mort, mais l'impureté. Ils enduisaient les balles avec des graisses de porc. Je pense que l'époque nous lance ce défi de penser autrement. Je rappelle que ce qui a été déterminant dans l'une des batailles qui s'est passée depuis notre précédente rencontre, la bataille de Kobané à la frontière turco-syrienne, c'est que les gars de Daesh, ils n'avaient pas peur de la mort, mais d'être tués par une femme. Donc vraiment, je trouve que l'époque lance l'obligation de penser l'impensable. Eh bien, concrètement, dans le concours Lépine, qui est engagé actuellement des mesures contre l'islam radical, je n'ai rien à retirer à ce qui est proposé. Mais ma contribution sera de dire, je propose que l'on recrute des femmes dans le GIGN. À la limite, il y a qu'à recycler les femmes. Je ne sais pas si M. Gonor est là ou pas. Non. Et puisque nous avons fait le choix de rire des choses qui ne sont pas drôles, je voudrais que nous ayons une pensée en forme d'hommage pour nos excellents amis belges qui, pour faire face à l'islam radical, qui les frappe aussi, hein, ont choisi un ministre de l'Intérieur qui s'appelle... Vrai ou faux? Vrai. C'est incroyable, hein. Sur cette première hypothèse, souhaitez-vous que nous revenions? Avez-vous quelque chose à dire ou à redire? Ma deuxième hypothèse, où l'on verra dans un petit rôle tout de même Vladimir Vladimirovitch. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a une écharpe rouge. Disons que, comme disait un de mes amis, si c'était inconscient, je le saurais. Je te jure, ça m'est arrivé. Comme une jeune femme avec qui j'ai tenté de bâtir quelque chose et qui un jour s'est écriée « Comment peux-tu mettre en doute ma mauvaise foi ?» C'est fou. Bon. Alors, plutôt que d'expliquer tout de suite la deuxième hypothèse, je vais reconstituer le processus par lequel j'en ai pris conscience. Et ceux d'entre vous qui étaient là en 2013 retrouveront qu'il y avait déjà quelques petits bouts de fil qui dépassaient. Simplement, depuis 2013, tout avait commencé. Lorsqu'a éclaté la première des guerres issues du soi-disant printemps, vous vous souvenez ?
l'intervention en Libye. Tout avait commencé, alors ça je crois que le 10 en 2013, lorsque j'ai été surpris de constater que des lézardes se faisaient jour à l'intérieur dedans, je serai un des derniers à parler belge, des meilleures coalitions, parce qu'au début, c'était pour la coalition. Je veux voir qu'une seule tête. Rien que des vainqueurs. Une chic bande de chic copains. Ou un seul rictus. Et peut-être vous vous souviendrez, c'était bizarre parce que dès le lendemain, les Italiens n'ont plus vu les choses de la même manière que les autres. Vous vous souvenez de ça? Particularisme italien. Pourquoi? Certes, la géographie, je peux comprendre en effet qu'ils aient redouté de voir débouler les réfugiés à Lampedusa. Les intérêts économiques aussi, certainement. Devait y avoir comme une odeur de gaz. Il y a peut-être eu aussi, pour expliquer l'attitude italienne, une solidarité apparue à l'époque lors de soirées bunga-bunga chez Berlusconi, avec les Amazones de Kadhafi. Mais, c'est comme dans les tontons flingueurs, deuxième évocation des Morando Diar, de ces explications, il y en a, mais il n'y a pas que de ça. Il faut être un peu cultivé quand même. Il y a aussi l'histoire et ses traumatismes, ma première hypothèse, qui explique la posture italienne. L'histoire qui explique, et que j'aimerais que l'on convoque à la barre des témoins. Pourriez-vous faire rentrer l'histoire, s'il vous plaît? Oh, mais attendez. C'est pas n'importe où pour les Italiens, cette région, vous avez remarqué? Ce sont les Italiens qui avaient débarqué dans la région. Un siècle tout juste montre en main, c'est pas non plus n'importe quand les millésimes en 11. Hein. Trouvant dans la région 3 provinces qui n'avaient rien à faire entre elles. Cyrénaïque faisant Tripolitaine. Que les Italiens ont agrégé pour tenter d'en faire un État qui est devenu indépendant 40 ans plus tard. C'est une construction italienne. C'est pas parce que je suis né à une époque où la Libye existait que je dois en déduire qu'elle était de toute éternité. Hein. J'aurai l'occasion de revenir sur ce point essentiel, à savoir qu'il est périlleux de confondre la durée de sa vie et la durée de l'histoire. C'est une construction italienne, je peux comprendre qu'ils n'aient pas goût à assister à la destruction d'un de leurs bâtis. Enfin, tous les architectes sont comme ça. Puis vous avez remarqué, il y a comme un trou dans leur emploi du temps. Qu'est-ce que vous faisiez entre 1911 et 2002? Je rappelle que ce n'est pas n'importe quel Italien qui a pastachuté, agrégé les 3 pièces de puzzle là. C'est un Italien éminemment traumatique. Mussolini à Benghazi. Et cette histoire traumatique explique les spécificités de la posture italienne. Vous voyez que les Italiens, c'est toujours pareil. Chaque fois que les gens voulaient intervenir en Libye au risque de la détruire, ils ne voulaient pas. Maintenant que personne ne veut y aller pour tenter de la reconstruire, eux, ils seraient demandeurs. C'est l'histoire et ses traumatismes qui expliquent le présent et ses comportements. Or, c'est là qu'éclatait apparaissait un petit bout de fil qui m'avait conduit dès 2013 à soupçonner une hypothèse qui se confirme depuis. C'est que Cyrénaïque, Tripolitaine et Faisan, des noms dont je n'avais personnellement plus entendu parler depuis 1911. Aïda disait que je faisais très jeune. Je les avais vus réapparaître en 2011. Parce que peut-être vous vous souviendrez, vous aussi. Ce dont il s'était agi
en 2011, au moment de l'intervention, c'est d'une révolte de ce que j'avais complètement oublié, avoir été la Cyrénaïque, si tant est que je l'ai jamais su. Contre un pouvoir, Kadhafi, dont je me demande si j'avais vraiment jamais su qu'il était tripolitain. C'est ça qui est ressorti. Et ils avaient même commencé à ce moment-là à ressortir des références à la Cyrénaïque. Ils avaient même commencé, tiens, peu de temps après qu'on soit perdu de vue, à ressortir le drapeau cyréanicain. C'est ressorti. Et quand ils tentent en ce moment dans ce pays de mettre en place un gouvernement d'union nationale, eh ben ils choisissent 3 vice-premiers ministres, Ham, Stram, Gram, c'est redevenu une référence, et même sur les cartes, tripolitaine, faute d'orthographe cyrénaïque, et Fezzan. Un retour de vieilles lignes de fracture. Et ceux d'entre vous qui étaient là en janvier 2013 se souviennent-ils d'où vient ce clivage? Parce que ça, j'en avais déjà la perception à ce moment-là. Cyrénaïque, tripolitaine, on s'occupe du faisant après. Qui avait existé jusqu'en 1911. Qui a été occulté pendant un siècle. Que j'ai cru être une éternité, vu que je confonds la durée de ma vie, blablabla, et la durée de l'histoire. Et qui réapparaît au bout d'un siècle, qui se révèle n'avoir été qu'une parenthèse à l'échelle de l'histoire. Vous savez d'où ça vient? Vous avez gardé les notes, C'est la vieille ligne de fracture, en effet, qui était apparue en 4 après JC. Quand a été schismé l'Empire romain entre Empire d'Orient, Empire d'Occident, avec, s'agissant de la Cyrénaïque, un tropisme vers l'Égypte, s'agissant de la Tripolitaine, un tropisme vers le Maghreb. C'est cette ligne de fracture-là qui est apparue. Mais il y a un truc qui a commencé à me troubler il y a quelques années et qui me trouble de plus en plus. Mais dites donc, la Grèce, elle faisait pas partie de l'Empire d'Occident. La Roumanie non plus, d'ailleurs. C'est un fait. Eh ben, si comme certains ont l'air de l'envisager depuis quelques années, vous savez, il y a des gens qui se demandent, c'est vraiment un pays européen? Est-ce que ce serait un drame si les Grecs et les Chypriotes quittaient l'Euronavire? Et si on les excluait de Schengen? On est en train de l'envisager. Où serait le problème? Mais alors dites donc, les historiens dans quelques années, ils diront peut-être, on a fait fort ces quelques dernières années. Nous avons reconstitué une ligne de fracture que nous pensions classer monument historique. Les historiens diront peut-être, on a compris que le mouvement des plaques historiques, on a compris ces dernières années, quoi. Le mouvement des plaques historiques, je veux dire le mouvement du temps long de l'histoire. Comme le mouvement des plaques tectoniques. Je veux dire le mouvement du temps très très long de la géologie. Sont capables de foutre par terre les constructions humaines. Ça peut être des États, c'est une construction humaine, un État. Ça peut être des biens immeubles comme des centrales nucléaires, qui ressortent du temps court. La leçon de l'époque que nous vivons, et notamment depuis 4 ans, c'est le temps long qui a le dernier mot. Hommage à l'historien qui a formalisé le concept de temps long. Et puis attendez, depuis 4 ans qu'on s'est perdu de vue, il y a d'autres brins de fil qui sont venus après le bout de fil initial, ça je vous le disais déjà il y a 4 ans.
c'est que vous savez, le problème des lignes de fracture, le problème des fractures en général, c'est que quand bien même seraient-elles réduites, comme disent les chirurgiens, ça demeure une zone de fragilité. Hein. C'est souvent à proximité d'une vieille fracture réduite qu'on se refracturise ou refracturationne. C'est vrai que sur les murs, quand il y a une fissure, on met un repère pour voir si ça ne se prolonge pas. Eh bien, je rappelle que c'est dans le prolongement de cette fracture-là, Empire d'Orient, Empire d'Occident, qui finalement est plus d'actualité qu'elle n'a jamais été, depuis quelques siècles. C'est dans le prolongement de celle-là qu'on en a vu apparaître une autre. 6 siècles après. Mais si, celle qui a fracturé, schismé, si vous préférez, la chrétienté, entre une chrétienté orthodoxe et une chrétienté hétérodoxe. Mais une ligne de fracture qui est toujours visible. On l'avait perdue de vue. La preuve. Ils ne s'étaient pas rencontrés depuis 1054. Ils se sont reconnus grâce au costume. Mais attendez, il n'y a rien qui vous a frappé depuis 2013 qu'on s'est perdu de vue? Mais cette ligne de fracture. Parce qu'il y a des gens pour nous dire que nous serions en train de vivre un conflit entre des russophones et des ukrainophones. N'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi. Ce qu'on est en train de vivre, c'est la réapparition d'un conflit entre des orthodoxes, qui certes sont russophones, et des catholiques ou des orthodoxes qui acceptent la tutelle du pape. Ligne de fracture qui partageait l'Ukraine, qu'on ne voyait plus, et qui, comme l'autre, est en train de réapparaître, validant, je dirais hélas, l'hypothèse intuitive de 2013. D'ailleurs, en russe, Ukraine, ça veut dire frontière. Et ça ressort de tous les côtés, hein. Monsieur Alexis Tsipras, Premier ministre grec, élu en janvier 2015, il y a tout juste 2 ans, qui revendique d'être mécréant. Vous savez qu'il a refusé de prêter serment sur la Bible, ce qui, en Grèce, sent le soufre. La première chose qu'il a faite, la semaine qui a suivi son élection de janvier 2015, c'est de s'opposer à Bruxelles aux sanctions contre Poutine à propos de l'Ukraine, réactivant une solidarité orthodoxe. Et le premier déplacement qu'il a fait, la semaine suivante, c'est de se rendre à Moscou. Et Poutine a bien compris qu'il y avait là un moyen d'enfoncer un coin dans l'Union européenne en réactivant une fracture qui n'est pas principalement religieuse, qui est culturelle. Car même des mécréants ont une culture religieuse. Une fracture qu'on ne voyait plus. Et Poutine, qui n'est pas plus croyant, il croit éventuellement... Quand il s'est rendu en Grèce, là, au printemps dernier, il est allé évidemment faire allégeance. On ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer si on ne prend pas acte du fait que le temps long est en train de ressurgir. La résurgence du temps long. Voilà ma deuxième hypothèse. Vous savez, c'est un peu comme pour comprendre les élections, les résultats des élections à Paris. Parce que ça ressemble à la carte de l'Ukraine. Si vous intégrez pas le temps long, mais cette fois-ci le temps long de la climatologie, à savoir que les vents dominants viennent de là. Donc, autant que jadis,
on a mis les usines, les fumées, la pollution et les pauvres de ce côté-là. Ben vous comprenez rien au résultat des élections. Permanence, persistance, résurgence du temps long. C'est quelque chose, hein. Et puis attendez, est-ce que vous vous souvenez que tout à l'heure, quand j'évoquais cet agrégat qui s'est appelé la Libye pendant 60 ans, il y avait 3 provinces, Cyrénaïque, Tripolitaine et le 3e larron, le Faisan. Il est où le Faisan? Eh ben, coucou, le revoilou. Sous les décombres de cette construction conjoncturelle qui s'est appelée la Libye, nous voyons réapparaître le Faisan, qui n'est pas seulement la partie la plus méridionale de l'ex-Libye, mais, chacun l'a remarqué, c'est aussi la partie la plus orientale de la zone des tempêtes actuelles. De la zone dans laquelle se déplaçaient librement, depuis des temps immémoriaux, c'est le temps long ça, hein, des aborigènes. Aborigènes, c'est les gens qui étaient là dès le début, pas les gens qui sont arrivés en retard. Nomades, ben si. Touaregs. Avant qu'ils soient colonisés, envahis d'abord, colonisés ensuite, successivement, par des Arabes, puis par des Turcs, puis par des Français qui leur ont imposé des frontières du temps court dont ils n'ont rien à cirer. Parce que je rappelle que pour les nomades, les frontières, ça les intéresse pas du tout. Ça les entrave. Eux, ce qui les botte, c'est les pistes. Alors, au début de la période, 2011, encore en 2013, quand on s'était vu, on avait cru qu'on menait un combat en Libye. Puis, en janvier 2013, lorsque nous nous sommes rencontrés, on a cru que se déclenchait une autre guerre, qu'elle n'avait rien à voir et que ça se passerait au Mali. Puis on a constaté que, peu de temps après, ça allait contagier l'Algérie. Pas du tout. Ce sont des variantes d'un conflit qui embrase la totalité d'une zone géographique qui précédait les découpages frontaliers du temps court. Ce dont l'armée française a pris acte. Parce que quand on s'était vu en janvier 2013, au début de l'intervention au Mali, elle s'appelait Serval. Le Mali seulement. Maintenant, l'armée française en a pris acte. Ça ne concerne pas que le Mali, mais toute la région. Et ça s'appelle Barkhane. Un embrasement général d'une zone territoriale qui précédait les découpages frontaliers du temps court. Et puis je vous demande un instant de vous mettre dans la peau des Touaregs. Ça les a moyennement enthousiasmés quand on a dessiné les frontières du temps court, là. De se retrouver placés sous tutelle, soit de leurs anciens envahisseurs arabes, soit de leurs anciens esclaves noirs. Eh ben, c'est ça qui est en train de ressortir. Ces vieilles fractures, et qui provoquent l'éclatement de ce que l'on a cru être un pays, mais qui ne l'est pas. Qui ne l'a été qu'avec notre mémoire courte. Et puis, vous savez, j'imagine, qu'il y avait également dans la région des aborigènes sédentaires. Ce sont les Berbères et les Kabyles. Eh bien, on voit aussi ressurgir cette identité aborigène. On voit par exemple dans le bazar libyen qu'ils ressortent des références à leur communauté, la communauté amazighe, et tous les symboles de cette communauté. Et partout, on voit ressortir cette identité.
Et avez-vous observé ce qui s'est passé au Maroc il y a 2 mois? Parce que vous savez, le Maroc, c'est pas un pays arabe. Hein. Le Maroc est un pays berbère dans lequel il y a une minorité d'Arabes qui, pour l'essentiel, a le pouvoir. Mais c'est un pays berbère. Ça s'est passé, vous vous souvenez de ça? Un vendeur de poissons à la sauvette, économie clandestine, qui s'est fait alpaguer, on a acheté le poisson et lui est parti avec dans la benne à ordures. Ça a provoqué des manifs dans la région, le Rif. Eh ben, dans cette région, ils se sont référés exactement au même symbole. Ça ressort de tous les côtés. Les vieilles identités. J'étais en Corse cet été. J'ai vu fleurir sur les murs des slogans assez immondes du genre « casse-toi, pauvre con ». Je leur ai dit « mais Dominique, Pascal, réfléchis. Chez vous, les immigrants sont des Marocains. Donc il y a 9 chances sur 10 que ce soit des Berbères. Donc ils vont écrire « on est d'accord ». Mais il faut réfléchir un peu. Et le piège dans lequel nous avons été pris, finalement, peut-être que je ne le formulais pas avec ces termes-là, il y a 4 ans, c'est qu'on a appris à regarder le monde avec des cartes du temps court, et que pour comprendre, il faut faire appel au territoire et au temps long. Faudrait voir à pas confondre la carte et le territoire, monsieur Houellebecq. Les représentations et la réalité. Je crois que c'est le dernier week-end pour aller vérifier. L'exposition a lieu à Beaubourg. La trahison des images. Les cartes sont des images qui trahissent. Et depuis que nous nous sommes perdus de vue, ce qui n'était qu'hypothèse, ébauche, en janvier 2013, a été validé par un grand nombre d'événements. C'est fou comme les faits sont venus se loger dans ce qui n'était qu'esquisse d'hypothèse. Exemple. Hypothèse que je reformule, la revanche du temps long sur le temps court, des territoires sur les cartes. Caractéristique de la période. Vous vous souvenez de cet épisode qui s'était passé donc 8 mois après notre dernière rencontre, prise d'otage dans un centre commercial à Nairobi, au Kenya. Vous vous souvenez? Un truc que ça nous pend au nez. Ben, j'ai vu des journaleux pour dire « Ah, ben c'est Zarbi ! Les méchants, ils viennent de plein de pays différents et ils causent tous la même langue. » Eh, couillon! Faut pas regarder avec des focales de presbyte alors qu'il faut des verres de myope. Et de tous côtés en ce moment, j'observe, effaré d'ailleurs pour tout vous dire, hein, rien ne m'aurait davantage plu que de voir les faits démentir mon hypothèse. La revanche du temps long sur le temps court. En Afrique, on voit ressortir des vieux clivages qu'on croyait enfouis entre l'Afrique animisto-musulmane et l'Afrique animisto-chrétienne. Ça ressort. Dont on pensait que des jeunes cartes avaient pu venir à bout. Alors, comme je rappelle, l'islam est arrivé en Afrique par chameau et l'intérieur des terres. Et que la chrétienté est arrivée par bateau et par les côtes. Grosso merdo, ça correspond à nord-sud. On voit ressortir des clivages entre agriculteurs et éleveurs, hein, dont on pensait qu'ils étaient classés monuments historiques. Et depuis un certain nombre d'années, allez, depuis 3 ans, depuis le deuxième mandat d'Obama, ils sont innombrables les événements qui sont venus conforter cette hypothèse inquiète, la revanche
des territoires sur les cartes du temps long sur le temps court. Est-ce que, avant que je vous donne des exemples qui valident tout ça, vous souhaitez faire un parallèle entre ce que je viens de dire et ce qui se passe en entreprise? Vous voulez faire des exemples? Parce qu'attendez, encore une fois, tout ce que je raconte, c'est pas seulement pour comprendre, si possible, mieux le vaste monde, mais c'est aussi pour comprendre, si c'est possible, nos petits univers. Je vous donnerai juste un seul exemple, ou plutôt une clé. Remplacer carte par organigramme et territoire par organisation. Et après, copier, coller. Vous voulez un exemple? Un seul. Une entreprise française avec une très forte culture sécuritaire, culture d'ingénieur, me racontait il y a quelque temps avoir signé un contrat en Inde, en oubliant que jadis ça s'appelait les Indes, et en ayant verrouillé l'affaire, recrutant localement des ingénieurs indiens avec bac plus 18. Vu qu'on peut s'offrir là-bas des graines de nobélisables pour le prix des analphabètes français. Ils ont été de désastre en catastrophe. Jusqu'à ce qu'ils découvrent que le T-boy, c'est le madelon qui apportait le thé à la récré, était brahman. C'est lui qui donnait des ordres à tout le monde. Eh bien, en Vladec, on compris qu'il ne faut pas plus confondre l'organigramme et l'organisation que la carte et le territoire. Et que sans avoir de conseils à donner, pour ceux d'entre vous qui sont dans l'entreprise, je leur suggère, c'est pas un conseil, de se demander constamment qui c'est le chef du village. Puis d'éviter de mettre des équipiers arabes sous tutelle d'un contremaître kabyle. Parce que ces lignes de fracture continuent à exister, vous savez. L'autre jour, un dirigeant d'une entreprise sous-traitante dans le domaine de la construction automobile me racontait avoir fait ses classes, sinon ses humanités, chez PSA, au siège avenue de la Grande Armée. Suffisamment brillant pour être gratifié d'une, je sais pas quoi, 608 de fonction, et être envoyé en mission dans une usine PSA à côté de Rennes. Eh ben, ils lui ont pas laissé garer sa voiture sur le parking. C'était l'usine Citroën. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour qu'on prenne d'autres exemples récents, 2014, 15, 16, qui valident, hélas, l'hypothèse inquiète de la revanche du temps long sur le temps court.